Bienvenue à l'émission À part égale, l'émission du réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir parmi nous Noémie Delattre. Bonjour. Bonjour Noémie, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Noémie, vous êtes actrice, metteuse en scène, vous êtes autrice et vous êtes clairement engagée. Et pour vous, la sororité n'est pas un vain mot, je pense qu'on peut le dire comme ça. Vous avez écrit, monté le spectacle Féministe pour hommes. Vous étiez quand même avant-gardiste, c'était en 2017. Ouais. Et les hommes féministes, on n'en parlait pas tant que ça. Pas tant que ça. Et surtout, la première du spectacle a eu lieu 3 semaines avant l'affaire Weinstein, avant que MeToo explose. Oui, c'est vrai. Donc à une époque où c'était pas du tout un sujet d'actualité, le féminisme. C'était encore un gros mot. Et quand j'ai annoncé à mon équipe que c'était le titre, tout le monde m'a dit « mais c'est un suicide médiatique. Enfin, personne ne va venir voir ce spectacle avec écrit féministe dans le titre. Enfin, c'est mort. T'es folle, quoi. » En fait, j'ai appelé Féministe pour hommes avec une majuscule à homme, et pour mettre en avant, parce qu'effectivement, il y a écrit Féministe pour hommes, et tout le monde me dit « ah, c'est pour les hommes ». Et dans le même temps, à chaque fois que je dis « est-ce qu'on pourrait dire humain, le homme, droits humains », on me dit « il y a une majuscule ». Alors oui, donc en fait, c'est quand ça vous arrange. En vrai, la majuscule, on ne l'entend pas, personne ne la voit. Et quand on voit homme, on lit homme. Et on pense à un homme, on pense à un mâle, on ne pense pas à une femme. Voilà. Donc, j'ai voulu m'offrir le luxe, à chaque fois qu'on me posait la question, de dire « mais c'est pas féministe pour homme, c'est féministe pour humain ». Car Aurore, toi et moi, nous sommes des hommes, tu le sais. Bien sûr. Et bien sûr. Avec un grand H. Voilà. Mais quand même des hommes. Et quand même des hommes. Et en 2023-2024, là, vous lancez un nouveau spectacle, L'Harmonie des genres, où vous, d'ailleurs, vous jouez, vous chantez, moi je l'ai vu, hein, vous philosophez, on peut dire ça. Et selon vous, est-ce qu'on parvient à faire plus passer des messages sous couvert de l'art, en fait ? Je pense que ça, c'est sûr, l'art, et j'irais même plus loin avec l'humour. Moi, je suis très inspirée par des personnalités comme Beyoncé, c'est-à-dire, avec un féminisme populaire. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, moi, au bout d'un moment, que je faisais plein de colloques, d'assemblées générales, j'étais sur France Inter à une époque où c'était moins populaire que maintenant, bref, et je parlais de féminisme avec que des gens qui étaient déjà convaincus. Et je n'arrivais pas à m'adresser vraiment au grand public. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce tout premier spectacle, Féministe pour hommes, qui est un spectacle vraiment drôle, avec du cabaret, du burlesque. Il y avait des numéros d'effeuillage et tout, en me disant, OK, alors qu'est-ce que les gens veulent voir ? Des femmes à poil, ils veulent rigoler, ils veulent machin. OK, je leur donne tout ça et bim, je fais passer les messages. Et là, le deuxième, il est encore plus fédérateur, puisqu'il s'adresse vraiment aux hommes et aux femmes complètement, et puis il parle de cet endroit où les hommes et les femmes hétéros se rencontrent, c'est-à-dire l'amour, le sexe, le couple, voilà. Donc ça intéresse tout le monde, forcément. Et c'est vrai que votre public a changé, parce que je crois que c'était plutôt à la base avec les féministes des femmes, puis un public plutôt gay, c'est ça ? Et puis maintenant, il y a des hétéros, des hommes qui viennent. Beaucoup même, Maintenant, c'est vraiment... J'ai même des salles, parfois, je pense, vraiment mixtes en termes de genre, homme-femme, et d'orientation sexuelle. Je ne sais pas, c'est pas écrit sur leur visage, mais oui, j'ai l'impression que j'ai un public beaucoup plus classique. Alors qu'avant, j'avais un public vraiment essentiellement queer et féminin, quoi. Et quand vous écrivez, moi j'ai votre livre qui reprend vos spectacles, et dedans, quand on le lit, on voit que vous faites référence à votre pensée, votre cheminement de pensée qui a évolué. Je trouve ça très intéressant. Vous en êtes où aujourd'hui, justement, de cette réflexion, d'élargir, d'aller chercher des hommes et hétéros, que le féminisme s'adresse à toutes et à tous, finalement ? Exactement. Qu'est-ce qui vous a fait bouger ? La vie est vraiment merveilleuse, parce qu'au moment où je commence à vraiment me poser la question du rapport homme-femme, que ce soit dans l'espace public, la société, l'amitié, ou encore une fois l'intime, et de me dire, OK, donc on a fait la révolution, on a fait MeToo, etc. On veut des droits et on a bien raison, mais concrètement, comment on fait pour interagir, comment on fait quand une femme hétéro pour interagir avec un homme, alors qu'on a été dressé, et lui et nous, pour subir des rapports, pour vivre des rapports de domination. Dresser, c'est fort, comme mot. Oui, je l'emploie à dessein. C'est pas éduquer, c'est dresser. Parce que je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout fait pour notre bien, ni les hommes ni les femmes. Il y a plein de mecs qui en ont marre de faire. Tu vois, je pense que c'est vraiment, c'est bénéfique pour personne, en fait. Ces stéréotypes de genre dans lesquels on est obligé de rentrer parfois au forceps, et qui sont très figés. Et très dictatoriaux, quoi. Et donc, au moment pile où je suis en train de me poser toutes ces questions-là, et je me dis, quand même, ça serait bien s'il y avait un mec avec qui je pouvais échanger.
Sauf que tous les mecs de mon entourage avec qui je peux échanger sont gays. Donc, voilà, on est d'accord. Et on fait, t'es d'accord, t'es d'accord, oui, t'es d'accord. Bon, donc ça n'avance pas. Et les hommes hétéros, etc., avec qui j'ai pu relationner, pas du tout assez évolué dans la pensée pour réfléchir avec moi. C'est-à-dire que la moindre question que je leur pose, c'était là, c'était pas posé la question, en fait. Non. C'est ça. Et je n'en veux pas. Moi, il y a plein de questions, des choses qui me concernent. Moi, j'ai mis 40 ans à me poser la question de ma couleur de peau. J'ai mis 45 ans à me poser la question de mon statut social. Donc, je ne juge pas du tout. Hein. Mais n'empêche que c'était le cas. Et l'univers étant merveilleux, qu'est-ce qu'il fait l'univers ? Il me fait rencontrer un homme dont je tombais perdument amoureuse et qui est exactement à cet endroit-là, qui est un homme à la fois hyper masculin, et qui embrasse ces codes-là parce que ça lui plaît. Il aime conduire sa grosse moto, faire de l'escalade, du parapente, il est très musclé, il a son blouson en cuir, il est comme ça, il aime être viril, ça lui plaît, c'est son iconographie, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, il est bi, donc il a aucune... il a vécu des années avec un homme, il est dans une vraie recherche d'équité, de puissance et non pas de domination. C'est un vrai allié féministe. C'est un vrai féministe. Enfin, il n'aime pas ce mot justement, parce qu'il dit allié, ça donne l'impression qu'il y a une guerre. Oui. C'est intéressant ça, parce qu'on parle beaucoup d'alliés, effectivement, comme embarquer les hommes en tant qu'alliés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire plutôt ? Je sais pas, parce que moi je l'aimais bien ce mot. Moi je l'aime bien. Bon. Et au début je disais féministe tout court, et après il y a plein de féministes qui m'ont dit non, on peut pas dire ça c'est que pour nous, c'est que pour les minorités de genre. Les hommes cis n'ont pas droit à ce titre-là. Bon, d'accord. Allié, on dit allié. Alors, d'accord, allié. Et puis là, j'ai des hommes eux-mêmes qui veulent faire ce trajet et qui ne veulent pas ce mot-là. Donc, bon, écoute. Questionner. On va trouver. Je trouve ça intéressant parce que vous avez dit les minorités de genre, mais on n'est pas minoritaire, en fait. C'est fou. Il y a une marque de fringues qui s'appelle Meuf Paris. Et j'avais acheté un t-shirt génial qui disait minorité majoritaire. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'est plus de la moitié de la population, et on est quand même considéré comme une minorité. On n'est plus la moitié de la population. Nous, dans le groupe La Poste, on est 52% de femmes, et on représente la société, 240 000 personnes, 52% de femmes, donc on représente vraiment la société. Et malgré tout, on sent qu'il y a des endroits où il faut encore, même si on a un groupe plutôt exemplaire, mais où il faut encore agir pour que des femmes prennent des postes, notamment les plus hauts. Il y a une question de pouvoir derrière. Est-ce que c'est ça les enjeux ? C'est les endroits où il y a le pouvoir ? Ça, c'est sûr que c'est ça qui, à la fois, est cause et conséquence. Mais en même temps, je pense que ça... Enfin, quand vous disiez on est 52% de femmes, et je suis sûre que toutes les communications, internes ou externes, sont au masculin. On essaye de plus le faire. Même dans les fiches de poste, on féminise. Par exemple, génial, on recherche une directrice ou un directeur et on inverse un assistant ou une assistante. Enfin, on va un peu titiller. C'est génial. Et parce que ça change en fait. On se rend compte que tout. Il y a des femmes qui postulent, qui ne postulent pas, c'est marqué directrice. Mais évidemment. C'est important la langue. Vous en parlez beaucoup aussi dans votre spectacle, la langue. J'en parle beaucoup. C'est mon cheval de bataille, mais pour une raison simple, qui est que la langue, c'est l'outil de la pensée. Enfin, je veux dire, on ne peut pas penser un monde juste avec des mots injustes. Et d'ailleurs, toutes les dictatures, la première chose qu'elles font, c'est changer le langage. C'est enlever les outils de rébellion, les outils de compréhension. C'est la première chose qu'elles font toutes. Et que ce soit les dictatures fictives comme la novlangue ou les dictatures réelles, mais non, on n'est plus des machins, on est des camarades, tout est à chaque fois, c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, le français, je ne sais pas si vous savez ça, mais en fait, on a tendance à penser que un tabouret, une chaise, c'est comme ça, c'est un hasard. Pas du tout. Ah oui ? Non, et que le masculin l'emporte, c'est pas du tout. Ça, je savais ça. Voilà, c'est très récent. Enfin, très récent, on regarde. Et le masculin l'emporte, ça veut dire. Enfin, moi, cette phrase, elle m'étonne toujours parce que le masculin l'emporte, inconsciemment, ça emporte d'autres choses que la langue. C'est tellement évident. Ouais. C'est tellement évident que des milliers de petites filles à qui on a dit le masculin l'emporte entendent le masculin l'emporte. L'homme a le droit de m'emporter. C'est terrible. Et surtout, déjà, les effets délétères sur la pensée, la construction mentale des individus, ça, ils sont plus à prouver. Il y a 50, il suffit de lire Eliane Viennot, il suffit de lire n'importe quel linguiste, historienne, etc. C'est prouvé. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça a été créé. Et de voir que ça a été créé pour des raisons absolument politiques et sexistes. C'est-à-dire que c'était délibérément pour empêcher les femmes d'accéder au droit de vote, aux postes de pouvoir, pour en revenir à ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai fait ce long détour. Non, mais c'est très intéressant. Parce que, par exemple, actrice... donc une idiote en robe qui fait comme ça, on a laissé le mot, et autrice, on l'a enlevé.
C'est vrai. Alors que c'est la même construction, actrice, autrice, voilà. Et non, on dit pas auteur, auteureux si vous voulez. Oui, bah, ça ne s'entend. Enfin, non. Le mot c'est autrice qui a toujours existé et qui n'est même pas un dérivé de auteur. C'est autrice. Enfin, c'est bref. C'est pareil, boulangère, on n'a pas de problème, comtesse, on n'a pas de problème, parce que pareil, c'est des idiotes en robe, enfin pas la boulangère, mais la comtesse. Mais en revanche, capitainesse, non, médecienne, non, rectrice, non, avocate, non. Ouais, c'est vrai. Et même, c'est quand même fou, par exemple, maîtresse. Oui. Donc, on a le droit de dire maître d'école, maîtresse d'école. En revanche, selon l'Académie française, on dit maître de conférence, maître de conférence. Ah oui. Voilà. Directeur de thèse, directeur de thèse, directeur d'école, directrice d'école. Ouais. Donc tout ce qui est un petit peu comme ça, c'est bon, mais dès qu'il y a du prestige, du pouvoir, etc., c'est niette. Et c'était vraiment pour étouffer les femmes. Donc, ce que je trouve intéressant, vous avez parlé de votre compagnon, donc je me permets. Bien sûr, j'adore en parler pendant des heures. Effectivement, on vous voit, alors je sais pas, mais peut-être que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent là, en tout cas, si elles ne connaissent pas, je les invite à aller voir. Vous faites des petits posts dans votre baignoire avec des invités, donc, ou même des fois dans votre intimité, et parfois vous questionnez tous les deux. Oui. Et vous nous faites réfléchir, c'est pour ça que j'ai un côté philosophique aussi, sur des choses très basiques qu'on ne prend pas conscience du quotidien qu'on vit, même vous-même. Hein, des fois, vous dites, tiens, j'ai remarqué ça et ça me questionne. Mais c'est... Pardon. Non, c'est... Non, parce qu'effectivement, je me rends compte que j'avais lâché la rampe, mais vous m'aviez demandé où en était ma pensée. Et alors justement, et c'est pour ça que je parlais de lui, elle en est là. C'est-à-dire que là, maintenant, comme j'ai la chance de l'avoir rencontré, au-delà de mon bonheur personnel, j'ai rencontré mon vrai partenaire, mon vrai sparring partner. C'est-à-dire qu'on se questionne avec une authenticité parfois un peu dangereuse, parfois un peu inquiétante en tout cas, sur la vérité de ce qu'on ressent. Tout. Ouais. Sur les questions de genre, on se dit tout. C'est-à-dire, y compris, on est capable de se dire... en fait, on se rend compte à quel point le genre, à plein d'endroits... là, j'ai gagné un peu plus d'argent. Moi, j'ai gagné un peu plus d'argent, je paye le restant. Voilà. Et en fait, on se rend compte que, et lui et moi, ça nous met mal à l'aise. Ah oui. Moi, je me sens... pas du tout féminine en faisant ça. J'ai l'impression d'un coup d'être une grosse dame kaki dégueulasse. Et lui, il a l'impression d'être émasculé. Et en fait, ça ne nous convient pas. Alors que, intellectuellement, évidemment qu'on est d'accord avec ça. Ça correspond à rien. Donc, mais sauf que du coup, on le débusque. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver un subterfuge, genre non, mais pas du tout, et lui, il va me mentir, j'ai les moyens, et se mettre dans la merde. Au lieu de ça, ou alors au lieu d'accepter ce truc, mais d'être mal à l'aise et que ça abîme en fait notre lien érotique aussi, la manière dont on se voit l'un l'une et tout. À chaque fois, on essaie de vraiment mettre le nez dedans en disant ok, pourquoi ça nous fait ça, à quoi ça nous renvoie, c'est quoi la blessure, qu'est-ce qu'il faut aller réparer pour qu'on puisse s'inviter comme on veut au restaurant sans avoir à se poser ces questions. C'est très juste. Et en fait, on se rend compte que c'est partout tout le temps, et que moi, je me suis rendu compte, et c'était pas du tout de la faute des hommes avec qui j'étais, eux m'ont rien imposé, mais qu'avec la plupart des hommes avec qui j'étais, je me limitais délibérément dans mon succès, ma carrière, mes revenus, pour surtout pas les dépasser. Parce que ça risquait de mettre en péril l'équilibre amoureux de l'homme fort, muscle, et de la femme douce, disponible. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi qui parle aussi avec beaucoup de femmes qui ont des hauts postes, souvent ça fragilise l'équilibre personnel pour ces raisons-là que vous évoquez. Et donc, des femmes, effectivement, se limitent aussi de crainte de déséquilibrer le couple, même si à la base, il n'y a pas de sujet, que tout le monde est OK avec la chose et que c'est plutôt des personnes qui sont ouvertes à l'égalité. Et malgré tout, il arrive un moment quand ça bascule où l'équilibre n'est pas... Et c'est pour ça que je disais dresser, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré au fond de nous, dont on a plus ou moins conscience et en tout cas beaucoup de mal sur lequel on a énormément de mal à agir, quoi. C'est un dressage, c'est un formatage, un conditionnement, quoi. Faut aller prendre les jeunes, accompagner les jeunes dans les écoles. Comment on peut changer ça? Parce que c'est compliqué. Nous, on essaye de sensibiliser, par exemple. Bien sûr, mais c'est super. Et on a des hommes engagés aussi. Alors, est-ce qu'ils sont alliés? Est-ce qu'ils sont intimement... Parce que parfois, les hommes aussi ont intérêt à ce que ça bouge. Bien sûr. Certains ont peur et d'autres ont intérêt, parce qu'ils peuvent prendre des congés paternité, s'octroyer du temps pour leurs enfants, sans se culpabiliser ou sans être dans ce modèle... Mais malgré tout, on sent qu'il y a ce frein aussi côté homme, en fait, dans cet équilibre, et que parfois, ça va toucher d'ailleurs à d'autres choses, à l'organisation du travail, l'équilibre familial.
Comment on arrive, notamment avec des adultes, à opérer ces changements? Je crois énormément au bienfait du modèle, au bienfait de l'inspiration. Je pense que, alors, il y a une grande responsabilité artistique, mais c'est aussi gouvernemental, parce que c'est aussi les subventions publiques, les chaînes publiques de télé, etc. Qu'est-ce qu'on montre aux gens? Qu'est-ce qu'on montre aux gens dès leur plus jeune âge? Est-ce qu'on leur montre en permanence des histoires où maman garde l'enfant pendant que papa travaille, ou 50 nuances de Grey où il est là, il est riche, et elle c'est la petite secrétaire qui... Enfin, voilà, tant qu'on nous montrera ça, on fantasmera là-dessus et on aura du mal à se créer d'autres repères. Donc c'est aussi... Je pense que c'est vraiment les artistes ont une immense responsabilité dans le fait de véhiculer des modèles qui soient nouveaux et voilà, et où d'un coup on va trouver... Enfin, je veux dire, le jour où Brad Pitt incarnera... Bon, il est un peu vieux maintenant, mais je sais pas lequel, enfin je sais pas quel beau gosse hollywoodien hyper sexy, hyper badass, le jour où il incarne ce mec qui se bat, voilà, et qui garde son enfant pendant que sa femme travaille, et qu'il est fou d'admiration pour elle, et que ça l'excite. Ça, faut pas avoir peur de... Non, ça doit être érotique. Ça doit, je veux dire, on doit... Parce que sinon, dès que notre cerveau reptilien va prendre le dessus avec les... Enfin, on peut rien contre les fantasmes et l'érotisme. Alors, le combat, il est quand même... C'est un combat aussi quelque part. Il est quand même toujours difficile. Et on le voit bien avec tout ce qu'on entend dans le monde. On voit bien avec le dernier rapport qui vient de sortir sur la haute autorité à l'égalité entre les hommes et les femmes, que les jeunes aussi, en fait, ne sont, malgré toutes les paroles, tout ce qu'il y a pu y avoir... Dans la société, on n'arrive pas encore à faire bouger vraiment les lignes. Mais en vrai, moi, je ne suis pas du tout étonnée. Enfin, je veux dire, les politiques gouvernementales sont totalement sexistes. Enfin, je veux dire, les décisions qui sont prises, les prises de parole publiques sont sexistes. Les violeurs ne sont pas condamnés. Les agresseurs sexuels ne sont pas condamnés. On peut dire sur des plateaux télé des choses totalement homophobes et sexistes sans aucun problème. Il y a une impunité totale. Bien sûr que ça évolue pas. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de mystère. C'est pas, mais je comprends pas comment. Non, c'est bien sûr que ça n'évolue pas. Rien n'est fait pour que ça évolue. Rien. Quand on voit, pareil, même autour du procès Pellicos, qui a été autorisé comme parole dans un truc, alors que là, vraiment, c'est filmé, les gars. Donc, c'est quoi votre... c'est filmé. On le voit. La dame ronfle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et malgré ça, il continue d'y avoir un discours qui dit mais pas du tout, elle l'a voulu, les femmes se... D'accord. Donc en fait, tant que ça c'est mis en valeur, c'est entendu, alors que la parole contraire, elle est totalement silenciée. Parce que c'est ça aussi, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est quand on entend oui, tel mec, tel homme a fait un procès en diffamation contre telle femme. Donc ça, on le voit toujours, c'est l'une des choses qu'on ne sait jamais, c'est que systématiquement après, en fait, il retire sa plainte, parce qu'il sait bien qu'il va perdre, et qu'il ne fait pas ce procès en diffamation, mais que nous, on n'a pas l'information. Nous, grand public, on a juste vu procès en diffamation, donc ah bah oui, c'est une menteuse. Et puis comme c'est ce qu'on nous raconte depuis toujours, tu regardes le Larousse, il y a écrit définition menteur-menteuse, la petite fille a menti, machin, etc. Tu regardes courageux, courageuse, le petit garçon courageux. Enfin, les exemples tout le temps qu'on nous donne à l'école, dans la culture populaire ou les institutions sont ceux-là. Sont stéréotypés. Totalement stéréotypés et en défaveur totale des femmes. Pour les femmes. Ouais. Donc moi, je suis... très en colère et très triste que ça n'avance pas, mais je suis malheureusement pas du tout surprise. Et en même temps, ça me donne un espoir, parce que je me dis, pour l'instant, on n'a encore rien fait, puisqu'on ne fait rien. Donc ça veut dire que le jour où je serai présidente de la République, en 2047... très bien. Quelle fierté d'avoir reçu la future présidente de la République. Tu pourrais dire, elle était là sur le plateau d'un part égal. C'est-à-dire que voilà, c'est pas comme s'il y avait rien à faire, en fait. Il y a quand même des lois aujourd'hui. Il y a la loi Rixain la loi Rixain qui oblige d'avoir des quotas de femmes, notamment dans les postes de dirigeants. Alors beaucoup ont pu dire, mais les quotas ne servent à rien. Vous pensez quoi, vous, de ça? C'est absolument nécessaire. Enfin, c'est l'enfer. J'aimerais un monde sans quotas, évidemment. Voilà. Mais vu la situation, on n'a pas le choix. C'est absolument nécessaire. D'abord pour laisser l'opportunité à ces femmes, et puis pour justement créer des modèles, créer des précédents, ouvrir la voie, etc. Et puis ces femmes vont... Après, c'est pas qu'elles vont... Enfin, le sexisme n'est pas l'apanage des hommes, hein, loin de là. Et donc, parce que avec qui je discutais, justement, quelqu'un... Ah oui, on préparait des formations justement sur l'équité professionnelle avec une coach, c'est Julie Comarmont. Et donc on est en train de revoir les objectifs. Et elle me dit, donc vraiment l'objectif, ça serait parité absolue, 50-50 dans les entreprises et tout. Et je lui dis, non. Parce que, encore une fois, tant qu'on n'aura pas modifié les mentalités,
on peut avoir 50% de femmes, tout aussi sexistes, et rien ne change. Et voilà, en fait, c'est pas 50% de femmes qu'il faut, c'est 50% de personnes non sexistes, de personnes formées. Donc c'est vraiment... et les quotas, il faudrait même ça. 100% de personnes non sexistes. Il faudrait. Et 50% en tout cas d'avoir une diversité de profils. Et que chacun garde ses profils. C'est peut-être ça. Enfin, quand on dit ça, en fait, c'est ça. Quand on dit la performance, elle arrive... Parce qu'il y a aussi une performance économique. Mais elle arrive par des profils différents. Mais maintenant, on le sait en plus. C'est ça qui est fou. Il y a des études, effectivement. Ah bah, je sais, moi, je l'ai brandi. Oui, je sais. Vous les chantez. Je les chante, voilà. On sait maintenant qu'effectivement, la mixité, la diversité, c'est concurrentiel, en fait. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'est bénéfique, même en termes... Même si on n'arrive pas à convaincre des dirigeants et des dirigeantes que c'est bien de le faire, que c'est bien en termes de morale, d'éthique, on peut leur dire qu'en fait, c'est profitable, c'est rentable, réellement. Donc, tout le monde a intérêt... De quoi ils ont peur, alors ? De l'inconnu, je pense, déjà, de manière globale, et après, plus précisément, de perdre leurs privilèges. Mais, encore une fois, ce que je comprends, puisqu'on on leur dit, va falloir rendre ce qu'on vous a donné. Et puis surtout, un homme naît, un petit garçon, il naît et tout, et puis il arrive dès la maternelle, l'école et tout, et on lui dit, tu dois pas pleurer, maîtriser tes émotions, tu dois être le plus fort, tu dois avoir un gros zizi, un gros salaire, une grosse voiture et tout. Donc en fonction de ses capacités de départ, soit c'est facile pour lui de faire tout ça, soit c'est dur. Et donc il passe sa vie à lutter pour obtenir ça. Et d'un coup, il a 45 ans, ça fait 45 ans qu'il se bat, il a enfin réussi. Il a une femme, un chien, 2 enfants, un 4x4, un machin. Et d'un coup, on lui dit, rends tout ce que t'as, déconstruis-toi. Et le mec, il dit, les gars, non. J'ai mis 45 ans à construire ça, au prix de ma santé, au prix de mes voyages, au prix de voir mes enfants, au prix de ma sensibilité, au prix de plein de trucs. Et maintenant, vous me dites juste qu'il faut que j'arrête. C'est vrai. Et que je sois quoi ? Du coup, je suis qui ? Enfin, c'est comme la crise en France qu'il y a eu quand les mines ont fermé. En fait, il y avait une espèce d'honneur ouvrier. Et le jour où on a dit, c'est des métiers de merde, ouvriers, c'est des prolos. Et tous ces gars-là, ils étaient, mais alors, je suis qui ? Oui, dépourvus de tout. Dépourvus de but, de sens, dépourvus d'identité. C'est intéressant, ça, mais effectivement. Donc, je pense qu'il faut d'abord proposer, avec eux, c'est pas nous de faire, tu vois, mais je pense que la société entière doit proposer, réfléchir à un nouveau modèle d'humanité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et d'interaction entre les deux, de manière à ce que les hommes se disent, ah oui, ça me plaît, d'accord, ok. Et c'est pas, je perds ça. C'est pas j'abandonne mes privilèges, c'est non. En fait, je change de braquet et je me dis que cet horizon-là, je le trouve plus rayonnant, je le trouve plus attractif, je me reconnais plus dans cet homme-là, cet homme qui sera puissant et non pas dominateur, cet homme qui sera libre et non pas sclérosé dans ses stéréotypes, cet homme qui pourra profiter de ses enfants et avoir un travail épanouissant. Enfin. C'est ce que disait Maxime Ruvneski qu'on avait reçu. Il dit finalement, on s'interroge sur le privilège. C'est quoi le privilège ? Est-ce que c'est vraiment de travailler, de passer à côté peut-être de ses enfants quand on en a. Chacun a ses choix, mais en tout cas que ses envies on puisse combler et ne pas être complètement happé par des injonctions avec lesquelles on n'est pas en accord. Ouais. C'est un peu ça. Et ça permettrait effectivement à des hommes d'oser aussi aller sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans le groupe, et à notre réseau, dans le réseau Parité, c'est que chacun ou chacune puisse être à l'endroit où elle a envie d'être, aligné, et du coup être performant, et avec les compétences qui vont bien. C'est souvent, on entend, oui, ma compétence égale, mais les femmes ont quand même des compétences, même pour être à des postes de direction, a priori. Voilà, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Et il y a une part de responsabilité, je pense, enfin en tout cas nous on y croit, de l'entreprise, de la société, de l'éducation. Vous parliez d'art, il y a beaucoup d'actrices aujourd'hui, des réalisatrices qui vont un peu sur des... je pense à, on a vu Demi Moore, etc., qui vont sur des sujets où on les attend pas forcément, des femmes de 50, 60 ans qui s'affirment et qui... il y a beaucoup de films aussi portés par des réalisatrices qui vont sur des choses un peu trash d'ailleurs. Est-ce que ça permet de changer le regard ? Vraiment, je parlais de Beyoncé en début d'entretien, mais oui, bien sûr, ça change tout. Ça change tout d'avoir Demi Moore qui dit le sexisme, c'est pas contre les mecs, c'est contre les connards. C'est ça. T'es là, ok, voilà. D'avoir des, ça change tout. Je pense que le modèle, l'inspiration, je pense que c'est vraiment décisif. Enfin, en tout cas, je vois moi ce que ça me fait quand je vois des hommes, des femmes, selon les domaines.
c'est possible, oh là là, d'accord. Enfin, je trouve ça tellement fort. Je vois d'ailleurs avec l'écologie. Moi, j'ai mis vachement de temps à faire la transition parce que tous les discours, je les trouvais, moi, trop culpabilisants. J'arrivais pas, j'entendais pas, je voyais juste tout ce que j'allais perdre. Ouais. Et en fait, il a fallu que des militants et des militantes fassent ce que moi je fais avec le féminisme, c'est-à-dire s'emparent du truc pour en faire quelque chose de positif, de gai, d'accessible, d'abordable et qui fasse rêver. De voir des militantes, certaines militantes féministes, je dis waouh, ok, allez, moi aussi, d'accord, ça me dit quelque chose. Et je pense que ces hommes-là et ces changements-là, il faut qu'on l'incarne, il faut qu'on le modélise, quoi. Et ça me fait penser aussi à rôle modèle. Est-ce que vous avez un rôle modèle, plusieurs, Noémie, qui vous inspire, qui oui, en fait, il est un peu composite. Il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de penseuses et d'écrivaines. Je lis beaucoup de femmes, et vraiment, qui me nourrissent, qui me font évoluer, etc. Mais pour l'instant, et c'est d'ailleurs vraiment, ça ne peut pas être très prétentieux, mais j'ai l'impression que c'est ma place. C'est-à-dire que pour l'instant, je vois beaucoup de penseuses brillantes, mais qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de corps, parce que c'est pas leur métier. Voilà, donc elles se cachent, on les voit pas, on sait pas à quoi elles ressemblent, on connaît pas leur vie. Et puis après, il y a des figures dont on voit des actrices qui sont connues, voilà, et qui peuvent avoir aussi un discours intelligent, mais qui va être moins mis en avant, moins audible, et que je ne vais pas forcément connaître. Et voilà, il y a une espèce de... Et c'est vrai que du fait que je suis actrice et autrice et que j'ai ces deux casquettes, c'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais pouvoir être un visage populaire, puisque sur les réseaux sociaux, je suis suivie par des centaines de milliers de gens. Donc et puis, je fais de la vulgarisation, mais mes sketchs, ils sont faciles, c'est pas... voilà, c'est facile et abordable. Ils sont accessibles. Mais ils sont pas faciles. Merci. Merci beaucoup, c'est vrai. Merci. Ils sont accessibles. Et c'est effectivement le travail que je fais, d'essayer de rendre accessible et gai et joyeux des prises de conscience qui sont pas... Enfin, voilà. Mais c'est vrai, il y en a forcément, mais là tout de suite... c'est pas mal pour une future présidente de la République d'être un rôle modèle pour les autres. C'est assez inspirant. Vraiment, ça sera une entreprise d'humilité que j'aurais fait pour ça. Moi, présidente. Merci beaucoup, Noémie Delattre. Merci pour cet échange. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission d'À part égale.